inexorable de la vie. Ils naissent, ils grandissent, ils se reproduisent, ils accomplissent parfois de grandes choses. Puis, au bout du chemin, la mort finit toujours par les rattraper. Mais depuis plus d'un siècle, les progrès de la science repoussent chaque jour un peu plus cette issue fatale. Déjà, l'espérance de vie dépasse les 75 ans dans les pays riches et les centenaires se comptent par milliers. Des chercheurs réussissent à multiplier par 10 la durée de vie de certains animaux. Ils parviennent à régénérer nos organes et même à rajeunir nos cellules. Bientôt, nous pourrons peut-être empêcher l'apparition des maladies liées au vieillissement ou encore protéger notre ADN des ravages du temps. Alors, jusqu'où repousserons-nous les limites de la vie? Demain, pourrons-nous vivre 150 ans? La mort sera-t-elle considérée comme une simple maladie à éradiquer? Généticiens, médecins et biologistes poursuivent en coulisses la quête ultime de l'humanité. Prolonger la vie. Allez, c'est bon aujourd'hui. Allez, c'est bon. Au pied des Alpes, sur le rivage du lac Léman, un cycliste hors du commun s'apprête à prendre le départ d'une course longue de 60 km. 24 ans nous séparent tous les deux. Je pourrais être son fils. Robert Marchand est né le 26 novembre 1911. À 102 ans, ce doyen fringant est désormais célèbre dans le monde du cyclisme, détient le titre spécialement créé pour lui du centenaire le plus rapide du monde. Allez Robert! Allez Robert! Allez, c'est bien! C'est seulement à l'âge de 67 ans que Robert s'est sérieusement mis au vélo. C'était en 1978. Cela fait donc plus de 3 décennies qu'il arpente les routes de France. Et donc 3 semaines à l'Ardéchoise, Robert, hein? Oui, Ah oui. Malgré son grand âge, il parcourt encore aujourd'hui plusieurs milliers de kilomètres chaque année. Ce centenaire, en très grande forme, semble faire figure d'exception. Vivre longtemps et en aussi bonne santé serait-il réservé à quelques rares privilégiés? Robert détiendrait-il le secret de la longévité? Moi, je ne sais pas s'il y a un secret. Pour moi, je pense que, bon, il y a déjà la chance, n'est-ce pas, de ne pas avoir des gros pépins, parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas un gros pépin. Vous voyez, il y a des arbres qui vivent 50 ans, il y en a qui vivent 100 ans. La même chose, les êtres humains, il y en a qui vivent un mois, il y en a d'autres qui vivent 50 ans, il y en a qui vivent 100 ans. Voilà. Vous savez, je suis comme tout le monde. Hein. Il faut bien mastiquer. Ça t'arrête. Un aliment qui est déjà bien mastiqué, il est déjà à moitié digéré. Comme tous ceux de sa génération, Robert a profité d'une augmentation de l'espérance de vie sans précédent. En 1900, on vivait en moyenne 45 ans en France, contre plus de 78 ans aujourd'hui pour les hommes et près de 85 ans pour les femmes. Une évolution spectaculaire obtenue grâce au progrès de la médecine moderne. Mortalité infantile, maladies infectieuses, puis affections cardiovasculaires, une à une, les pathologies les plus meurtrières ont vu leur impact diminuer au cours des siècles derniers. Je fais ça exactement pour prouver qu'à 100 ans, on peut encore faire quelque chose. Voilà, du vélo ou de la marche, voilà. Même s'ils ne sont pas tous aussi dynamiques que Robert, on compte aujourd'hui plus de 300 000 centenaires dans le monde. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. En moyenne, nous gagnons encore chaque année 3 mois d'espérance de vie. Mais si notre longévité ne cesse de croître, la vie connaît pourtant toujours la même issue, le vieillissement et enfin la mort. Lorsqu'elle n'est pas brutale ou accidentelle, la mort résulte d'un processus lent et complexe. Tout au long de notre existence, la plupart de nos cellules se divisent, puis vieillissent et meurent.
Elles sont alors remplacées par de nouvelles cellules qui finissent à leur tour par mourir. Nos tissus, nos organes ou encore notre sang se régénèrent ainsi naturellement. Mais avec le temps, ce processus de renouvellement cellulaire se fait de moins en moins bien. La peau se couvre de rides, les muscles fondent, les artères, le cœur ou encore le cerveau deviennent moins performants. Et le corps tout entier vieillit peu à peu. Notre longévité serait donc liée à cette capacité de régénération. Le rêve ultime serait de pouvoir régénérer notre organisme à l'infini. Nous pourrions renaître de nos cendres tel le phénix. Ou encore faire repousser nos membres amputés comme la salamandre. Partout dans le monde, des scientifiques poursuivent cette quête dans un seul but, contrer les effets du vieillissement. Nous sommes à l'Université de Genève, en Suisse. Dans son laboratoire, la biologiste Brigitte Gallio étudie les capacités de régénération d'un animal aquatique étonnant, l'hydre d'eau douce. Apparu il y a 600 millions d'années, ce minuscule habitant des mares et des étangs mesure à peine quelques millimètres. Il est doté d'un pouvoir extraordinaire. Lorsque les chercheurs le coupent en deux, il est capable de se régénérer totalement. En à peine 3 jours, 2 individus parfaitement constitués se forment à partir des fragments initiaux. La régénération va jusqu'au point où on peut dissocier les tissus, les cellules flottent, on va les centrifuger pour que ça refasse une petite boule et la régénération va repartir à partir de cette boule de cellules. Donc la capacité de réactiver un programme de développement est tout à fait étonnante. Depuis plus de 20 ans, Brigitte Gallio tente de percer les secrets de l'hydre. En observant minutieusement chaque étape de sa régénération, elle a découvert que l'amputation entraînait instantanément la production d'un cocktail de molécules. En pénétrant dans les tissus, celles-ci vont alors provoquer la prolifération de cellules très particulières de l'animal, les cellules souches. Ces cellules ont la capacité de se multiplier à l'infini et de se transformer en n'importe quelle cellule de l'organisme. Des tentacules, de la bouche, du pied, des cellules digestives ou encore des neurones. Leur prolifération permet à l'hydre d'échapper littéralement au vieillissement. Un chercheur belge a d'ailleurs suivi une hydre pendant 5 ans et elle ne montrait aucun signe de vieillissement. L'hydre pourrait être immortelle, mais pour le vérifier, une seule vie humaine ne suffirait pas. L'objectif serait de pouvoir transposer les mécanismes de régénération de l'hydre à d'autres espèces et pourquoi pas à l'homme. Aurions-nous nous aussi le pouvoir de nous régénérer? Et si ce pouvoir était toujours présent quelque part, au plus profond de nos cellules? Je peux vous parler d'un exemple qui est tout à fait frappant, qui est évidemment pas expérimental, qui sont des cas qui sont rapportés, mais on sait qu'un enfant jusqu'à l'âge de 6-7 ans, s'il y a une amputation de la phalange distale, je ne parle pas du doigt ou du membre, la phalange distale, celle-ci peut repousser. L'homme n'a donc pas totalement perdu ses capacités de régénération. Malheureusement, ce potentiel disparaît avec l'âge. Une grande partie des recherches essaye de comprendre pourquoi, apparemment, dans des branches mammifères, le potentiel de régénération a été en quelque sorte perdu. Je ne pense pas qu'on va arriver à faire repousser des bras dans les 10 ou 20 ans. Je serais très étonnée. Mais par contre, qu'on arrive à s'attaquer d'une part au processus de dégénérescence et d'autre part à prévenir les mécanismes physiologiques de vieillissement, ça me paraît tout à fait possible, oui. L'hydre d'eau douce n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Mais d'autres chercheurs se concentrent sur le potentiel des cellules souches qui sont présentes dans le corps humain. À Nantes,
le docteur Patricia Lemarchand est l'une des spécialistes les plus reconnues dans la recherche sur les cellules souches. Depuis quelques années, elle s'intéresse plus particulièrement à celles présentes à l'intérieur de notre moelle osseuse. On s'est aperçu depuis une dizaine d'années qu'on pouvait trouver des cellules souches dans l'ensemble des organes, aussi bien le cœur que le poumon, le foie, de nouveau, la peau, etc. Dans les années 2000, on a même pensé que dans des cellules souches qui étaient d'un organe particulier, par exemple les cellules souches de la moelle osseuse, étaient en fait des cellules qui étaient capables de donner des cellules spécialisées d'autres organes que celui dont elles sont issues. Autrement dit qu'à partir des cellules de la moelle osseuse, on était capable d'obtenir des cellules cardiaques. Régénérer un cœur malade grâce aux cellules souches contenues dans la moelle osseuse, c'est se contenter de faire Patricia Lemarchand et son équipe il y a quelques années. Les médecins ont d'abord prélevé les cellules souches dans les os de patients ayant subi un infarctus du myocarde. Ils ont ensuite injecté ces cellules directement dans la partie malade du cœur. Contrairement à ce qu'espéraient les chercheurs, les cellules souches ne se sont pas transformées en cellules cardiaques. Mais elles ont en revanche sécrété des substances qui ont favorisé la régénération du cœur. Ce qu'on a montré, c'est que les patients qui ont reçu la thérapie cellulaire, en plus du traitement habituel, ont une meilleure récupération de leur fonction cardiaque et en particulier de ce qu'on appelle la viabilité. C'est-à-dire qu'on peut mesurer après l'infarctus la zone non viable, la zone qui est morte en fait, et on peut 3 mois après remesurer cette zone et regarder si elle a diminué ou pas. Et donc on a montré qu'il y avait une meilleure récupération chez les patients qui avaient reçu la thérapie cellulaire par rapport aux patients qui ne l'avaient pas reçue. D'autres études sont en cours pour améliorer cette nouvelle thérapie. Mais ces premiers résultats, très encourageants, représentent déjà un immense espoir. Demain, grâce aux miraculeuses cellules souches, les chercheurs espèrent traiter d'autres maladies liées au vieillissement, touchant le cerveau, les artères et bien d'autres organes. C'est l'émergence d'une nouvelle discipline, la médecine régénérative. À un moment donné, cette médecine régénérative pourra être intégrée dans l'arsenal des thérapeutiques. On peut effectivement espérer que ceci se traduise en termes de survie plus longue. La médecine régénérative, bien que très prometteuse, rencontre cependant un obstacle majeur. Dans un organisme adulte, les cellules souches sont présentes en très faible quantité. Dès lors, comment se les procurer en assez grand nombre? C'est dans les embryons humains qu'elles sont les plus nombreuses, mais de telles recherches soulèvent d'innombrables problèmes éthiques. Plusieurs équipes de recherche ont donc décidé d'explorer une toute autre piste. En 2007, le japonais Shinya Yamanaka de l'université de Kyoto ouvre la voie grâce à une découverte inédite. Il parvient à rajeunir des cellules du corps humain et à les ramener à l'état de cellules souches. Une véritable prouesse qui lui vaudra le prix Nobel de médecine en 2012. La technique qu'il a mise au point est relativement simple. Il s'agit de prendre une cellule adulte du corps humain, une cellule de peau par exemple, puis d'injecter 4 molécules à l'intérieur de son noyau. En quelques jours, cette cellule rajeunit jusqu'à se transformer en cellules souches. Ces cellules, littéralement remises à zéro, ont été baptisées cellules souches induites ou IPS. À Paris, le biologiste et entrepreneur André Choulika a rapidement pressenti l'incroyable potentiel de la découverte du professeur Yamanaka. En 2010, Selectis, sa société de biotechnologie, achète les licences des brevets du chercheur japonais. Grâce à cette acquisition, la start-up française devient l'un des leaders mondiaux sur le marché des cellules souches. Ce PDG de 48 ans s'émerveille encore des potentiels des IPS. C'est un phénomène incroyable, hein. C'est complètement incroyable, où l'on peut revenir, rebooter une cellule à zéro. On peut reconstituer tout type de tissu, chose qui était impossible avant l'avènement de ces IPS, ou alors essayer d'obtenir des cellules qui relèvent de la greffe, mais là c'est simplement de la régénérescence de son propre corps. Avec les IPS, les cellules de notre corps deviennent une source illimitée et parfaitement compatible de cellules souches. La perspective de renouveler ces organes vieillissants ou malades devient désormais possible. Toutes les fonctions dans la cellule sont remises à zéro. Les chromosomes qui normalement raccourcissent aux extrémités
deviennent de plus en plus petits, repoussent, ils redeviennent longs. C'est un truc extraordinaire. Cette technique permet en effet de rajeunir nos cellules au cœur même de notre ADN. Cette longue molécule en forme de double hélice est constituée d'une longue chaîne sur laquelle se succèdent 4 bases. Adénine, guanine, thymine et cytosine. L'ordre dans lequel elles s'enchaînent constitue l'ensemble de nos gènes. Tout au long de notre vie, lorsque nos cellules se divisent, leur ADN est lui aussi dupliqué. Mais à chacune de ces copies, les extrémités des chromosomes appelés télomères se raccourcissent légèrement. Au bout d'une 50aine de divisions, ces télomères atteignent une taille critique. La cellule cesse alors de se diviser et finit par mourir. Mais grâce aux IPS, cette marque du temps est totalement effacée. Au cours de la transformation, les télomères s'allongent à nouveau. Un véritable bain de jouvence grâce auquel les cellules recommencent à se multiplier. Mais au plus profond de notre ADN, les cellules IPS montrent cependant leurs limites. Une seule chose que l'on ne sait pas rebooter, c'est effectivement les mutations qui sont accumulées dans l'ADN. Au fil du temps, l'ensemble de notre ADN accumule de nombreuses mutations. Des erreurs causées par des agressions comme le stress, les infections, le tabac, les UV ou encore la pollution. En gros, le corps humain accumule 1,8 million de mutations par seconde. Et c'est ça qui fait en fait le vieillissement. Notre organisme est capable de réparer naturellement certaines de ces erreurs. Mais avec le temps, notre système de réparation est dépassé. Apparaissent alors des maladies liées à l'âge, telles les cancers, Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Si la technique des IPS permet de rajeunir les cellules, même les plus âgées, leur ADN, en revanche, ne peut être réparé. Au cœur des noyaux cellulaires, les millions de mutations accumulées au fil du temps sont toujours là. Rajeunir les cellules d'une personne âgée pour mieux régénérer son corps n'est donc pas la solution idéale. Pour André Choulika, il faudrait plutôt recourir à cette méthode dès notre plus jeune âge et transformer nos cellules en IPS avant que les mutations ne commencent à s'accumuler. Figer ces cellules en IPS est probablement une voie d'avenir. Pourquoi? Parce que, écoutez, on fait des backups sur tout aujourd'hui. Votre téléphone, il a un backup sur un cloud. Dès que vous le branchez, toutes les photos partent sur un disque dur. Pourquoi on ne se backuperait pas soi-même? Le backup de soi-même n'est pas encore une solution potentielle proposée, mais c'est probablement une solution future. Le plus tôt c'est fait, le mieux ce sera. Demain, chacun de nous disposera-t-il de sa propre banque de cellules jeunes? Des cellules IPS en parfait état, capables des années plus tard de soigner nos organes vieillissants? Aujourd'hui, cette pratique reste limitée aux laboratoires de recherche. Mais pour André Choulika, comme pour d'autres scientifiques, sa généralisation n'est qu'une question de temps. Réparer ou rajeunir des organes fragilisés par l'âge est l'un des plus grands enjeux de la médecine moderne. Mais pour prolonger l'espérance de vie humaine, certains scientifiques voudraient agir beaucoup plus tôt, avant même que notre ADN accumule des mutations. Leur objectif, bloquer littéralement le mécanisme du vieillissement. Nous sommes à l'université René Descartes à Paris. Membre de l'Académie des sciences, l'éminent biologiste Miroslav Radman est un des spécialistes mondialement reconnus de la longévité. Dans son laboratoire, il étudie depuis de longues années plusieurs organismes ultra résistants que rien ou presque ne semble pouvoir tuer. Parmi eux, la bactérie Deinococcus radiodurans. Ce micro-organisme est capable de survivre à des sécheresses répétées et même à une dose de radiation 5000 fois supérieure à celle qui tuerait un homme. Le rotifère, lui, est un minuscule animal d'eau douce qui se révèle parfaitement insensible aux attaques acides et aux températures extrêmes. Enfin, un autre champion de la survie fait l'objet de toutes les attentions. Le tardigrade, un petit animal rondouillard mesurant à peine 1/10 de millimètre. Surnommé l'ours d'eau, il est capable de résister aux fortes pressions, aux produits toxiques et même aux rayons cosmiques et au vide intersidéral. Tous ces organismes ont une chose en commun, qu'ils peuvent passer des dizaines d'années à l'état sec et qu'une fois remis dans l'eau,
ils vont se réhydrater, reprendre la forme et la fonction et continuer la vie comme si le temps à l'état déshydraté n'existait pas. Lorsqu'il est placé dans un environnement extrême, l'ADN de ces animaux est sévèrement dégradé. Mais alors que ce phénomène est fatal pour n'importe quel être vivant, ces organismes, eux, sont à peine perturbés. Quel est le secret de leur extraordinaire robustesse? Comment peuvent-ils survivre après de tels dommages? Pour répondre à ces questions, Miroslav Radman et son équipe ont étudié en détail l'ensemble des constituants cellulaires du tardigrade, du rotifère et de la bactérie radiodurans. Ils ont alors fait une découverte inédite. Si leur ADN peut être facilement endommagé, les protéines chargées de le réparer semblent en revanche presque indestructibles. On a trouvé une protection généralisée des protéines cellulaires. Or, les protéines sont les molécules fonctionnelles. Toutes les fonctions de la cellule sont portées par les protéines. Chez toutes les espèces, les protéines sont les constituants essentiels des cellules. Tandis que certaines en composent l'architecture, d'autres, comme les enzymes ou les hormones, remplissent la plupart des fonctions de l'organisme. En cas d'attaque, toutes ces protéines sont habituellement dégradées, tout comme l'ADN. C'est ce que l'on appelle l'oxydation. Mais chez les organismes étudiés par le professeur Radman, elles bénéficient au contraire d'une protection exceptionnelle, d'un véritable système anti-oxydation. Lorsque les conditions redeviennent favorables, les protéines en charge de réparer l'ADN redeviennent opérationnelles. Et les organismes peuvent alors revenir à la vie comme si de rien n'était. Adapter ce système de défense à l'homme, nous doter de la capacité à réparer notre ADN tout au long de la vie, tel est le but ultime des chercheurs. Il nous reste de faire ce que l'évolution a fait pour Deinococcus radiodurans et les rotifères et les tardigrades, de nous faire nous-mêmes, avec la science, avec la culture que nous possédons comme arme, de chercher des produits protecteurs, des antioxydants dans le sens noble de ce terme qu'on utilise trop souvent. Donc, de chercher dans la nature ou par synthèse les agents antioxydants. En premier lieu, chez Deinococcus radiodurans, rotifères et tardigrades, car leur efficacité, nous l'avons vue. Et ça ne ressemble en rien ni vitamine C, ni vitamine E, ni thé vert, ni semblables antioxydants. Aujourd'hui, de nombreux laboratoires proposent déjà des molécules antioxydantes et vantent leurs bienfaits dans leur publicité. Mais pour l'heure, aucune étude scientifique n'a prouvé leur efficacité contre le vieillissement. Le professeur Radman, lui, est convaincu que ces espèces modèles détiennent la clé pour prolonger la vie. Un jour, il en est sûr, des organismes aussi complexes que les êtres humains seront eux aussi capables de protéger leurs cellules du vieillissement. Dans la nature, un mammifère est d'ailleurs déjà doté de cette capacité. Il s'agit du rat taupe-nu. Ce rongeur, originaire d'Afrique, aurait pu recevoir la médaille de l'animal le plus laid au monde. Mais derrière ce physique disgracieux se cache un véritable champion de la longévité. Le rat taupe-nu est capable de vivre plus de 30 ans, soit 10 fois plus que ses proches cousines, les souris. Mieux encore, tout au long de son existence, il ne développe ni cancer ni maladie cardiovasculaire. Il est capable de protéger ses cellules et de réparer son ADN en continu. De longues années de recherche sont encore nécessaires pour identifier les molécules miracles qui protègent ces animaux des méfaits de l'oxydation. Mais un jour, ces molécules seront peut-être testées chez l'homme. Notre espérance de vie en bonne santé pourrait alors s'allonger considérablement. Si on peut d'une façon artificielle, si on peut s'aider à décaler cette oxydation, prolonger la vie saine, la santé jusqu'à 100, 120 ans, ben nécessairement on va mourir plus tard. Il n'y a aucune raison scientifique à donner une limite. Pour l'heure, l'ADN humain reste l'un des maillons faibles en matière de vieillissement. Mais certains individus, comme Robert, sont plus résistants que d'autres. Et pour de nombreux scientifiques, le secret de leur longévité se cacherait justement au cœur de leur ADN. Parce qu'ils cherchent le gène. Ils n'ont pas encore trouvé le gène. Il fallait qu'il y ait un gène de la jeunesse. Depuis une quinzaine d'années, les centenaires du monde entier font l'objet d'intenses recherches. Ces hommes et ces femmes semblent tous dotés d'un groupe de 4 gènes bien particuliers.
Des gènes qui joueraient donc un rôle important dans leur exceptionnelle résistance aux dommages du temps. À l'École normale supérieure de Lyon, Hugo Aguilanu est généticien spécialiste du vieillissement. Dans son laboratoire, il tente de comprendre précisément l'impact de ce cocktail de gènes sur notre durée de vie. L'objet de ses recherches n'est pas l'ADN humain, mais celui d'un minuscule ver d'à peine 1 mm de long, Caenorhabditis elegans. Cet animal est l'organisme modèle préféré des généticiens, car il se reproduit très rapidement. Et s'il semble très éloigné de l'être humain, il possède pourtant près de 2000 gènes identiques aux nôtres. Et parmi eux, la majorité des gènes impliqués dans la longévité. Et de manière tout à fait extraordinaire, on s'est rendu compte que ces gènes qu'on avait déjà trouvés chez ces organismes simples sont exactement les mêmes gènes qu'on retrouve chez les gens qui ont la capacité de vivre 100 et même plus. Donc c'est ces études prises ensemble qui suggèrent qu'il y a vraiment une composante génétique dans le vieillissement et dans la durée de vie. L'espérance de vie de chacun d'entre nous serait donc bel et bien liée aux gènes dont nous sommes dotés. Mais à quel point? Notre ADN dicte-t-il à lui seul l'âge auquel nous allons mourir? Pour le savoir, Hugo Aguilanu et son équipe ont modifié génétiquement plusieurs vers de Caenorhabditis elegans. L'activité des gènes impliqués dans leur longévité a été soit stimulée, soit inhibée. Puis la durée de vie de chaque animal a été soigneusement mesurée. Au cours de l'expérience, un gène s'est révélé particulièrement important. Le blocage complet de son action a entraîné des résultats dépassant toutes les espérances des chercheurs. Sur le ver qu'on appelle Caenorhabditis elegans, qui est donc un petit animal qui vit en normalement à peu près 19 jours, entre 17 et 19 jours, aujourd'hui au laboratoire on arrive à faire vivre ces animaux à peu près 300 jours, en mutant un gène seulement, ou en changeant une condition. Donc ça veut dire qu'on arrive à avoir des impacts qui sont très importants. Chez l'homme, c'est pas correct de faire le parallèle direct, mais ça reviendrait à vivre 800 ans. Modifier un seul gène permet de démultiplier l'espérance de vie. Une véritable prouesse déjà accomplie chez le ver, mais aussi chez la souris. Pour l'heure, reproduire cette expérience chez l'homme est inenvisageable. La manipulation du génome humain pose en effet de multiples questions éthiques. Mais pour Hugo Aguilanu, cette découverte pourrait quand même se révéler utile à l'homme. Car si l'on ne peut pas modifier nos gènes, on peut, en revanche, agir sur les molécules qu'ils produisent. Stimuler un gène revient en effet à augmenter sa production de molécules. A l'inverse, supprimer son activité permet d'en bloquer la fabrication. De simples médicaments pourraient donc mimer cette action et ainsi accroître considérablement notre durée de vie. Il est quasiment certain que des molécules capables d'avoir cette action-là sur la longévité de l'homme seront disponibles dans un futur relativement proche, une dizaine d'années peut-être. Demain, une pilule miracle qui nous fera vivre plus longtemps verra peut-être le jour. Mais en attendant, le décryptage du génome humain progresse à grands pas et pourrait bientôt bouleverser la médecine de la longévité. Une révolution est en marche, celle du séquençage express de notre ADN. Grâce à cette technique, il est désormais possible de dépister les gènes impliqués dans de nombreuses maladies. Il y a une dizaine d'années, on séquençait le génome humain pour 3 milliards de dollars et ça prenait 13 ans. Aujourd'hui, vous pouvez séquencer un génome humain pour 1000 dollars et ça prend environ 2 jours. On peut estimer que d'ici 2015, ça coûtera environ 300 dollars et ça prendra 2 heures. Actuellement, on est vraiment à la préhistoire de ces technologies. C'est la préhistoire. C'est-à-dire ce qu'on verra dans 5 ans, 10 ans, 20 ans dépasse l'imaginaire. Il y a 10 ans, c'était inimaginable. Inimaginable. C'est un truc de fou, quoi. Déjà, plusieurs sites internet proposent de séquencer notre ADN pour quelques centaines de dollars à partir d'un simple échantillon de salive. Cette industrialisation du séquençage pose bien sûr de nombreuses questions éthiques. Certains risquent-ils un jour de caractériser un individu uniquement à partir de son code génétique? Prétendront-ils connaître dès notre plus jeune âge nos atouts et nos futures faiblesses? Les dérives eugénistes représentent une menace que les scientifiques ne peuvent sous-estimer. Mais en matière de longévité, ces progrès fulgurants leur offrent néanmoins une opportunité unique. Grâce à un simple test génétique, on peut en effet connaître notre pourcentage de risque de développer un cancer du sein, un diabète, Parkinson ou même la maladie d'Alzheimer.
Dès lors, certains spécialistes prédisent l'émergence imminente d'une nouvelle forme de médecine. Une médecine personnalisée, associant un dépistage précoce et une prise en charge adaptée au profil génétique de chacun. La médecine du futur sera une médecine qu'on appellera moléculaire et personnalisée. La façon dont ça se passera, c'est que toutes les personnes sur Terre auront leur génome séquencé. Et ce génome sera stocké certainement sur un cloud. Le médecin va faire un diagnostic de votre génome et va automatiquement, par son ordinateur, savoir exactement le médicament adapté à votre maladie. Et vous allez pouvoir prendre ce médicament-là. Qu'est-ce que ça permet? 1. D'éviter de prendre des médicaments qui ne servent à rien. Deuxièmement, de pouvoir personnaliser exactement le médicament en fonction de votre génome, donc c'est ce qu'on appelle la pharmacogénomique, la pharmacie du génome. Et troisièmement, au lieu de traiter les symptômes, on va pouvoir vraiment traiter les causes. Explorer notre génome, maîtriser nos gènes pour mieux contrer les dommages du temps, les promesses de la génétique semblent presque illimitées. Et pourtant, l'ADN n'est pas l'unique responsable de notre vieillissement. Depuis longtemps, la preuve est faite que notre mode de vie joue lui aussi un rôle déterminant. Il est clair que vous pouvez très bien ne pas avoir les bonnes formes de gènes pour vivre très longtemps, mais parce que vous vivez dans un environnement qui est très protégé et qui est très sain, vous allez cependant arriver à une longévité tout à fait intéressante. Donc c'est un mélange, il y a une intersection entre le matériel génétique que vous portez et l'environnement dans lequel vous évoluez. Agir sur son environnement est bien plus simple que de modifier ses gènes. Et si améliorer notre hygiène de vie était la méthode idéale pour vivre plus longtemps et en meilleure santé? Je mange très peu de viande, je mange beaucoup de poissons, tous les légumes, n'importe quel légume, beaucoup de fruits. Il y a beaucoup de gens qui ont tort parce qu'ils ont 60 ans ou 70 ans ou qu'ils sont à la retraite, ils commencent à jouer aux cartes. À côté des cartes, il y a le livre de vin et puis ils ne bougent plus. Et là, vous êtes foutus. Il faut bouger. J'étais des merdards. Il y avait une dame, là, je lui dis, madame, vous voulez pas me prendre un billet? Le témoignage de Robert confirme ce que les scientifiques savent déjà depuis longtemps. L'activité physique, mais aussi l'alimentation, jouent un rôle déterminant dans notre espérance de vie. Mais de récentes recherches ont dévoilé l'existence d'un autre paramètre tout aussi essentiel, la quantité de nourriture que nous consommons. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des régions du monde dans lesquelles la quantité de nutriments ingérés par jour est beaucoup plus faible que dans d'autres. Et donc l'une d'entre elles qui est très connue, c'est donc l'archipel la plus au sud du Japon, qui est l'archipel d'Okinawa, où les gens ont une nutrition très particulière. D'abord, ils ingèrent un nombre de calories très limité, et en plus, ils mangent un type de nourriture qui est très saine. Et donc, ces gens-là, comme par hasard, j'ai envie de dire, mais c'est évidemment pas un hasard, ça a été démontré en tout cas épidémiologiquement après, ont le bénéfice de leur nutrition, puisqu'ils vivent jusqu'à 100 ans de manière assez commune, beaucoup plus commune que dans d'autres régions du monde. Au Japon, l'île d'Okinawa est titulaire du record mondial de la proportion de centenaires. Ils sont 3 fois plus nombreux qu'aux États-Unis et 2 fois plus nombreux qu'en France. Les habitants de cette île vivent non seulement plus vieux, mais aussi en meilleure santé. Les cas d'infarctus, de cancer du sein ou de la prostate sont 4 fois moins nombreux que dans les autres pays industrialisés. Cela fait plus de 30 ans que les scientifiques cherchent à comprendre le miracle d'Okinawa. En observant à la loupe le mode de vie de cette communauté très soudée, ils ont d'abord constaté que les hommes et les femmes restaient très actifs, même à un âge avancé. Les chercheurs se sont ensuite penchés sur le contenu de leurs assiettes. Ils ont alors fait un constat étonnant. Non seulement le peuple d'Okinawa mange très sainement, mais surtout, il pratique une coutume ancestrale baptisée Hara Hashibu. Son principe, s'arrêter de manger avant d'atteindre la satiété. Les Okinawaïens consomment ainsi seulement 1800 calories par jour, soit 2 fois moins que la consommation moyenne d'un occidental. Manger moins. La solution pour prolonger la vie pourrait être aussi simple que ça. En région parisienne, des chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle tentent justement de vérifier cette hypothèse. La biologiste Julia Marshall et son équipe étudient un petit primate originaire de Madagascar. Le singe microcèbe. Depuis 7 ans, ces animaux font l'objet d'une expérience originale. Les scientifiques diminuent leur ration alimentaire afin d'en mesurer l'impact sur leur vieillissement et leur longévité. Une voie de recherche est baptisée restriction calorique. La restriction calorique, c'est un abaissement du nombre de calories
par rapport à un régime standard, donc un régime contrôle, de 20%, 25%, 30%, 35%. La restriction calorique est un protocole qui est utilisé depuis 1935, notamment avec l'équipe de McKay qui a travaillé sur les rongeurs. Et pour la première fois, il a pu mettre en évidence une relation inverse entre le nombre de calories ingérées et le temps de vie des individus traités. Donc il a montré que plus on abaisse les calories d'un individu, et plus cet individu va vivre longtemps. Après, les pourcentages peuvent varier, évidemment. McKay a montré environ 60% chez les rongeurs, ça a été montré aussi chez la levure à 70%, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que la réponse semble être la même. Une restriction calorique qui semble activer une réponse commune entre les différentes espèces animales, qui serait quand même une augmentation de la longévité. La restriction calorique a déjà fait ses preuves sur des organismes simples. Julia Marshall et ses collègues tentent désormais de reproduire l'expérience sur un animal beaucoup plus proche de l'homme. Au total, une cinquantaine de microcèbes sont intégrés à leur étude. Un premier groupe témoin reçoit une alimentation à volonté, des bananes et une bouillie préparée avec soin, à base de lait concentré, de céréales ou encore de pain d'épices. Un second groupe reçoit 30% de nourriture en moins que le groupe témoin. L'expérience est encore loin d'être achevée. Mais déjà, après quelques années, les bénéfices de la restriction calorique se révèlent incontestables. La restriction calorique permet de maintenir les individus ou les animaux dans des états de santé favorables, comparables à ceux qu'on peut observer chez des individus jeunes. Donc effectivement, c'est quand même favorable d'un point de vue état de santé général. Les singes microcèbes qui mangent 30% de nourriture en moins vieillissent en fait plus lentement et se révèlent en bien meilleure santé que les autres. Mais cette méthode doit cependant être utilisée avec la plus grande précaution. Une restriction calorique trop sévère risquerait d'entraîner des conséquences néfastes. C'est vrai que la restriction calorique a pu montrer certaines limites. Quand elle est faite de manière trop importante et de manière trop longue, elle peut engendrer des problèmes de développement de certains tissus, de certains organes, notamment au niveau du cerveau, par exemple. Ceci a été démontré chez des enfants de l'île d'Okinawa. Pour limiter les risques, la restriction calorique doit donc être pratiquée sans excès. Une réduction de 30% de l'apport alimentaire quotidien semblerait convenir pour obtenir de bons résultats. Ces données doivent encore être testées chez l'homme de manière expérimentale. Mais si elles venaient à se confirmer, serions-nous prêts à suivre un régime aussi contraignant? Pourrions-nous vraiment tirer un trait sur les plaisirs de la gourmandise? Pour la plupart d'entre nous, la restriction calorique est presque inenvisageable. L'idéal serait donc de découvrir un médicament capable d'en mimer les effets. Cet objectif est notamment poursuivi par l'équipe du Dr Marshall qui étudie de près une molécule présente dans de nombreux fruits, le resveratrol. Ce produit est déjà connu pour ses effets protecteurs sur le système cardiovasculaire. Les chercheurs tentent maintenant de savoir s'il pourrait aussi contribuer à augmenter l'espérance de vie. Ils ont donc créé un troisième groupe de singes microcèbes. Un groupe nourri à volonté, mais recevant quotidiennement une dose de resveratrol. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'état de santé des individus, les animaux traités par restriction calorique ou avec du resveratrol présentent un meilleur état général, même au niveau morphologie, avec moins de traits caractéristiques du vieillissement chez cette espèce. Sur la cinquantaine de singes intégrés à l'étude, une trentaine sont déjà décédés. Les survivants appartiennent en majorité au groupe ayant subi une restriction calorique ou ayant reçu du resveratrol. Mais les scientifiques doivent encore attendre quelques années pour vérifier que ces animaux vivent réellement plus longtemps que la moyenne. Il sera alors possible de faire les premiers essais chez l'homme. Et là encore, il faudra patienter le temps d'une vie pour mesurer les effets de ces traitements sur notre longévité. Beaucoup de gens se demandent si la restriction calorique serait capable d'augmenter la longévité de 20, 30 années chez l'espèce humaine. Je pense qu'on peut continuer à espérer. C'est vrai qu'il faut faire les choses intelligemment. La restriction calorique, oui. Abaisser son apport calorique, oui, mais dans bonnes conditions. Ça ne sert à rien d'abaisser ses calories si, à côté de ça, on adopte des mauvaises habitudes alimentaires, notamment la consommation trop riche de lipides, de glucides, notamment de hamburgers, de nourriture genre fast-food. À ce jour, la restriction calorique reste la piste la plus prometteuse et surtout la plus simple à mettre en œuvre pour augmenter notre espérance de vie. Demain, grâce à cette stratégie ou à des molécules comme le resveratrol, nous vivrons peut-être 100 ou 120 ans. Mais chacun d'entre nous est unique
Et l'impact de cette méthode miracle variera sans doute en fonction des individus. Ce qui est important de comprendre, c'est que souvent on fait la séparation entre l'environnement et la génétique. Et en fait, ce sont deux aspects de notre vie qui sont complètement interconnectés. C'est une des raisons pour laquelle le bénéfice de la restriction calorique pourrait très bien être variable d'une personne à l'autre, puisque notre matériel génétique est variable. Notre mode de vie et notre patrimoine génétique sont intimement liés. Agir sur l'un et sur l'autre en parallèle se révèle donc essentiel pour faire face aux ravages du temps. L'organisme humain est si complexe que la combinaison de plusieurs solutions est indispensable pour contrer le vieillissement. Au cœur des laboratoires, la quête de la longévité progresse à grands pas et les scientifiques repoussent chaque jour un peu plus les limites de la vie. Je pense qu'il n'est pas impossible d'augmenter la durée de vie de l'homme jusqu'à 120, 130 et peut-être 150 ans. Ça ne me paraît pas complètement impossible du tout. Une personne qui naît aujourd'hui vivra 130, 140, 150 ans. 150 est une estimation relativement raisonnable. Alors déjà, vivre 150 ans, c'est pas mal. Peut-être que les gens seront fatigués intellectuellement de vivre sur Terre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passera. C'est plus quelque chose d'intellectuel chez l'homme que finalement quelque chose de physiologique. La médecine, certainement, arrivera à ce stade-là. Maintenant, la deuxième question qui, à mon avis, est plus importante, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est souhaitable? Vivre 130, voire 150 ans. Ce qui était autrefois inimaginable s'apprête désormais à devenir une réalité. Certains osent même s'aventurer encore plus loin et envisagent qu'on puisse un jour offrir à l'homme une existence éternelle. À l'université de la Sorbonne, à Paris, le philosophe Jean-Michel Beignet s'intéresse depuis de longues années à l'impact des progrès scientifiques sur notre société. Pour lui, l'immortalité humaine ne relève plus tout à fait de la science-fiction. La question de l'immortalité, elle a changé de terrain. Elle n'est plus l'objet de la mythologie, de la philosophie, de la littérature. Elle devient une question scientifique. Et on est étonné de voir que les grands médias n'hésitent plus aujourd'hui à consacrer des numéros spéciaux à l'immortalité. Prolonger la vie, reculer sans cesse ses limites jusqu'à espérer un jour s'affranchir de la mort. Si les progrès de la science nous offraient vraiment la vie éternelle, quel sens donnerions-nous alors à notre existence? Quelque chose n'a de sens que pour autant qu'il s'inscrit dans une histoire qui a une fin. Une histoire sans fin est une histoire absurde, est une histoire terrifiante. Et c'est la mort qui donne son sens à la vie. Si on imagine une humanité qui est dépourvue de cette mort, on s'installe dans une histoire où plus rien n'aura de sens. Ça ne me tracasse pas. Je laisserai cette luxe à mes petits-enfants de voir comment ils vont donner sens à une vie de 200 ans ou 300 ans. Je leur laisse ce problème à eux. Même pour les chercheurs les plus audacieux, faire de l'homme une espèce immortelle est encore très loin d'être à portée de main. Mais déjà, un enfant né aujourd'hui a une chance sur 5 de devenir centenaire. Et face à cet allongement inédit de l'espérance de vie, notre société tout entière pourrait bien être bouleversée.